Salut à tous, bienvenue sur la page Facebook de Public Sénat pour votre émission Le débat est à vous, votre émission 100% réseaux sociaux où on commente ensemble les temps forts de la semaine dans l'actualité du Sénat. Et cette semaine, le temps fort, c'est le débat autour de la révision de la Constitution en faveur du climat. C'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, introduire à l'article 1er du texte fondamental de la République la préservation de l'environnement. Et cette proposition, elle a été reprise par Emmanuel Macron dans une révision constitutionnelle qui est maintenant examinée par le Parlement. Et si le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord sur une version identique de ce projet de loi constitutionnel, il y aura ensuite un référendum. Cette question sera soumise aux Français et c'est la promesse qui a été faite par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat. Mais vous allez le voir, les sénateurs ne sont pas vraiment d'accord avec la version qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Les échanges vont être un peu tendus, alors ça va être intéressant de les suivre. N'oubliez pas, c'est une émission interactive, vous êtes là pour commenter, répondre aux arguments qui sont donnés par les sénateurs sur cette question de l'écologie et de la place de l'environnement dans l'action publique. Et puis je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à partager ce live sur Facebook et sur les réseaux sociaux pour le faire profiter au plus grand nombre. Bah allez, c'est parti, on va commencer à suivre ce débat qui s'est déroulé hier soir dans l'hémicycle du Sénat. Et c'est parti. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article unique avec deux prises de parole. Madame Nicole Bonnefoy, tout d'abord. Alors le débat va commencer tranquillement autour de cet article premier de ce projet de loi constitutionnel, un article unique, pour vraiment expliquer les choses dans le détail. En fait, le but de ce projet de loi, c'est d'introduire à l'article premier de la Constitution la phrase suivante, dans la version qui vient de l'Assemblée nationale, d'introduire la phrase suivante: la France garantit, et le mot garantir est très important, la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Le but, ce serait de créer une quasi-obligation de résultats écologiques pour l'État, pour les collectivités locales dans leur action publique. Alors, le Sénat est plutôt d'accord pour renforcer la place de l'écologie dans la Constitution, mais pas avec cette phrase. Le Sénat, vous allez le voir, en tout cas la majorité de droite du Sénat va défendre une version plus souple qui serait la phrase suivante: la France préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le verbe garantir, et ça, ce serait donc moins contraignant pour les pouvoirs publics. Il y aurait peut-être moins de contentieux judiciaires, l'action publique serait moins paralysée. Ce sont les arguments des sénateurs dans ce débat, vous allez le voir. C'est un débat sémantique, un débat un peu technique, mais il y a aussi des enjeux politiques, puisque derrière, c'est la promesse d'Emmanuel Macron d'organiser un référendum sur cette question, sur le climat, sur la place du climat dans la Constitution. Et ça, la condition, c'est que le Sénat vote la version de l'Assemblée nationale identique, du coup, de manière conforme, une version de l'Assemblée nationale qui est en fait inspirée de la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Vous savez, c'est 150 citoyens qui se sont réunis après la crise des Gilets jaunes pour faire des propositions pour lutter contre le dérèglement climatique. Et dans ces 150 propositions, il y avait ce référendum constitutionnel. Allez, on va commencer à écouter les premiers sénateurs qui prennent la parole, et notamment la sénatrice communiste Marie-Claude Varias. Il s'agit ainsi pour les commissions des lois et de l'aménagement du territoire de reprendre l'avis du Conseil d'État changeant les termes de la modification de l'article 1er. La France ne garantirait plus la préservation de l'environnement, mais percevrait simplement l'environnement et la diversité biologique, préserverait simplement l'environnement et la diversité biologique. Elle ne lutterait plus contre le dérèglement climatique, mais simplement agirait contre celui-ci. Au-delà des formules retenues... Et donc la sénatrice communiste est très critique avec la version allégée de la droite du Sénat. Le Sénat a joué le rôle que l'on attendait de sa part, en éloignant l'idée même de toute réforme constitutionnelle, condamnant ce projet de loi à la navette permanente, sauf à passer par l'alinéa 3 de l'article 89, en passant par le Parlement réuni en congrès pour opérer cette modification de la Constitution, voie qui nous semble largement préférable. Le Sénat aura donc fait le choix d'être le meilleur alibi du président de la République
pour un nouveau renoncement qui laissera un goût amer, non seulement aux membres de la Convention citoyenne, mais également aux parlementaires que nous sommes. Par ailleurs, ça a été dit dans l'intervention générale, l'opposition entre le garantit et le favorise est largement surjouée. Je le répète, il n'y a pas de hiérarchie entre les droits et libertés constitutionnelles, contrairement à ce qu'a affirmé la commission des lois. Par ailleurs, le terme « favoriser » n'apparaît plus ambitieux. En effet, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision du 24 avril 2015, l'alinéa de l'article 1er qui indique que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ne constitue pas un droit ou une liberté garantie par la Constitution au sein de l'article 61.2 de la Constitution. Mes chers collègues, vous nous amusez avec ces guerres sémantiques, alors qu'en fait la réalité c'est la régression des politiques publiques environnementales. Le Sénat est toujours d'accord avec la majorité présidentielle quand il s'agit de réduire le droit de l'environnement, et ce, dans tous les derniers projets de loi que nous avons examinés, que ce soit celui sur les néonicotinoïdes ou bien sur l'évaluation environnementale dans le cadre du projet de loi SAP. Ces débats ne servent donc qu'à jouer le statu quo. Nous le regrettons et voterons contre cet article qui, comble du comble, revient à énoncer une lapalissade à l'article 1er de la Constitution. Merci, chers collègues. Oui, donc la sénatrice communiste Marie-Claude Varias qui est opposée à cette version sénatoriale de la révision de la Constitution en faveur du climat. Notez que autour de ce projet de loi, il y a eu une polémique qui est née dimanche, après la une du journal du dimanche, qui affirmait que Emmanuel Macron allait renoncer à ce référendum sur le climat, à ce référendum pour renforcer l'écologie dans notre Constitution. C'était une promesse donc qu'il avait faite à la Convention citoyenne pour le climat, et forcément ça a créé un tollé. Alors pourquoi Emmanuel Macron aurait-il enterré ce référendum? Et justement à cause de la version de la droite sénatoriale qui est différente de celle de l'Assemblée nationale, et pour les députés macronistes, le Sénat a vidé de sa substance cette révision constitutionnelle, et donc s'il n'y a pas de version identique entre les deux chambres, il n'y a pas de référendum. Alors forcément ça a entraîner la colère des écologistes, colère envers la droite du Sénat et colère également envers Emmanuel Macron, car ce référendum c'était une promesse, ce référendum sur le climat. Alors depuis, le président de la République a un peu rétropédalé, il l'a dit, ce référendum n'est pas enterré, il faut laisser se faire la vie parlementaire et donc le débat qu'on est en train de suivre, et puis voilà, si jamais il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de référendum, mais voilà, laissons les choses se faire au Parlement, et donc c'est pour ça qu'on suit ce débat qui a eu lieu hier soir au Sénat, et là on écoute le sénateur Folliot qui lui veut tout simplement supprimer cette révision constitutionnelle, elle ne sert à rien, selon lui. Et donc, dans ce cadre-là, Montesquieu disait il faut légiférer, il faut toucher à la loi la main tremblante, mais sur la loi constitutionnelle, c'est la main très tremblante que nous devrions avoir par rapport à cela. Par ses conséquences, je ne vais pas revenir sur ce qu'a excellemment développé tout à l'heure notre collègue Philippe Bonnecarrère sur une nouvelle conséquence en termes de hiérarchie des normes qui va poser un certain nombre de problèmes et qui ne manquera pas d'avoir et d'aller dans le sens d'une judiciarisation de notre société qui fera que nombre de projets portés par nos collectivités seront systématiquement remis en cause par les tribunaux avec toutes les conséquences que cela entraînera. C'est-à-dire que nous ne serons plus dans une démocratie où ce sont les élus qui décideront, mais c'est le juge qui décidera in fine. Et donc, en fonction de ces éléments, cet amendement, Monsieur le Président, a pour objet la suppression de cet article pour que nous évitions de toucher à la Constitution, cette loi sacrée et loi fondamentale qui devrait le moins souvent possible être modifiée. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Donc là, vous écoutez le rapporteur de la Commission des lois qui, c'est la Commission des lois d'ailleurs qui a modifié cette version de la révision constitutionnelle issue de l'Assemblée nationale, et là il donne son avis sur l'amendement du rapporteur, un avis défavorable, puisque lui, il veut quand même adopter ce texte dans une version modifiée, il ne souhaite pas le supprimer. On écoute maintenant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui va logiquement donner un avis défavorable de manière très synthétique, un simple non. Et
Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et donc il n'y aura pas de suppression de cette réforme constitutionnelle. Heureusement, hein, sinon le débat se serait arrêté. Non, la droite sénatoriale veut bien le modifier avec cet amendement de la commission des lois qui va être présenté par le président de la commission, François-Noël Buffet. Nous parlons maintenant depuis de nombreuses heures de réécrire l'article 1er pour éviter les effets qui nous paraissent inconnus du verbe garantir. La rédaction proposée par cet amendement est la suivante. Elle préserve l'environnement. Cette phrase viendrait s'insérer après la troisième phrase de l'article 1er de la Constitution. Elle préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique dans des conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. L'intérêt de la rédaction, au-delà des propos qui ont été tenus depuis tout à l'heure sur l'analyse de la proposition gouvernementale, c'est d'établir à nouveau une articulation claire entre l'article 1er de la Constitution et la Charte de l'environnement. Et le deuxième avantage, c'est aussi, certes, tout le monde évoque l'aspect symbolique, donc il y a une part d'aspect symbolique, ne le négligeons, ne faut pas ne pas le considérer, mais il y a aussi la volonté d'inclure expressément la lutte contre le dérèglement climatique que la Charte elle-même ne mentionne pas. Voilà l'objet de l'amendement qui a été présenté à la Commission des lois, pour lequel la Commission des lois a émis un avis majoritairement favorable. Je rappelle que dans les règles en la matière sur un texte constitutionnel, c'est le texte du gouvernement qui vient en séance et qu'il n'y a pas de texte de la Commission. Les amendements sont tous discutés en séance. Voilà l'objet de l'amendement. Merci. Voilà pour cette version de la droite sénatoriale de cette révision constitutionnelle. Donc vous l'avez compris, hein, la version de l'Assemblée nationale défendue par le gouvernement et inspirée par la Convention citoyenne pour le climat, c'est de dire, la France doit garantir la préservation de l'environnement. La version sénatoriale, elle est un peu moins contraignante, c'est de dire la France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus le verbe garantir et ça crée plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultat avec ce verbe garantir. Donc c'est pour ça que les sénateurs ont voulu le supprimer. Et puis dans l'introduction de ce texte à l'article 1er de la Constitution, les sénateurs font également référence à la charte de l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est la charte de l'environnement? C'est un texte qui a été ratifié en 2004 sous Jacques Chirac, sous la présidence de Jacques Chirac, et il a été adossé à la Constitution en 2005. Ça veut dire que cette charte de l'environnement, elle a déjà une valeur constitutionnelle. Alors on pourrait se demander à quoi ça sert de faire une nouvelle révision de la Constitution pour renforcer la place de l'environnement dans notre texte fondamental. C'est d'ailleurs ce que disent certains sénateurs. Voilà, il y a cette charte, et cette charte, notamment à son article 6, elle mentionne, elle définit le développement durable comme la conciliation de la préservation de l'environnement, du progrès économique et du progrès social. Voilà un équilibre entre ces trois principes, et la droite du Sénat a peur qu'avec cette révision portée par le gouvernement, l'écologie devienne supérieure, notamment à la liberté d'entreprendre, qui est une liberté constitutionnelle. Donc voilà, les sénateurs veulent quand même rester se reposer sur cette charte de l'environnement de 2004. On va écouter le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Avec un axe peut-être différent pour éviter des redites. Monsieur le garde des Sceaux, on ne perd jamais son temps le dimanche matin à lire le journal. Et en règle générale, on en a pour son argent. Ça fait référence à la polémique du journal du dimanche. Avant même que le Sénat n'examine ce texte dans une séance publique, ici, dans l'hémicycle, avant même d'ailleurs que le dialogue se soit noué entre notre Haute Assemblée et puis l'Assemblée nationale, le Sénat, un certain nombre de collègues, étaient accusés en réalité de bloquer la révision et de bloquer le référendum. C'était l'accusation portée par un certain nombre de porte-parole, j'imagine, de l'exécutif et du président de la République. Je dois dire que c'est très injuste parce qu'on avait connu cette injonction de voter conforme par rapport à telle ou telle assemblée, et maintenant il faudrait qu'on vote conforme par rapport à une assemblée de citoyens, 150 citoyens tirés au sort. La démocratie du hasard, la démocratie de la courte paille. Bien. Je trouve que le reproche qui nous a été fait hier est particulièrement injuste. On ne peut pas reprocher aux commissions du Sénat et au Sénat de faire un travail de fond.
Et nos commissions, et je voudrais saluer à la fois le rapporteur, le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, et puis Guillaume Chevrollier, nos commissions l'ont fait, cet examen, après de nombreuses auditions, et en tenant compte aussi du Conseil d'État. Parce que ce terme de préserver que l'on propose, ce n'est pas une lubie du Sénat. Il a d'ailleurs été proposé, monsieur le garde des Sceaux, par votre majorité il y a un peu plus d'1 an. Et il a été aussi suggéré par le Conseil d'État. Et si on le retient, c'est pour 2 raisons que je tiens à rappeler. C'est le mot garantie, c'est l'introduction du virus de la décroissance dans notre Constitution. Au moment même où les 3/4 de nos concitoyens, relisez la dernière étude, elle est toute fraîche, de Fondapol, souhaitent qu'on puisse concilier, rendre compatible le développement économique et le développement environnemental. C'est clair. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes le pouvoir constituant, nous sommes les représentants du peuple et nous n'abandonnerons pas notre responsabilité pour un gouvernement des juges. Ça a été répété à plusieurs reprises. C'est à nous que cette responsabilité revienne. Et le Conseil d'État l'avait très bien indiqué que ça ouvrait un champ des possibles important. Alors, monsieur le garde des Sceaux, nous sommes tout à fait, comment dirais-je, ouverts pour un référendum. J'aimerais d'ailleurs voir le résultat d'un référendum. Et si le président de la République le souhaite, alors il lui appartient... On accueille François et d'ailleurs Frédéric, également Catherine sur notre fil de commentaires. N'hésitez pas à réagir aux arguments des sénateurs. Merci, monsieur le président. Donc voilà, donc Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui a défendu cette version de la droite du Sénat de cette révision constitutionnelle, à savoir introduire à l'article 1er de la Constitution, dans les termes de la commission des lois du Sénat, la phrase suivante: la France préserve l'environnement et agit, ainsi que la diversité biologique, et agit contre le dérèglement climatique dans les conditions de la charte de l'environnement 2004. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus le mot garantir dans cette révision constitutionnelle. Alors je vous ai demandé si pour vous il fallait renforcer la place de l'écologie dans notre constitution. François lui est favorable, il faut garantir la place de l'écologie dans notre constitution. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, et s'il n'y a pas de garantie d'objectifs et de moyens, ce ne sera que de belles paroles. Alors ce dont les sénateurs voilà, ce que craignent un petit peu la droite, les sénateurs de droite, c'est que on crée bien une quasi-obligation de résultat pour l'État, pour les collectivités territoriales dans leurs différentes politiques publiques, résultats en matière environnementale, et que avec ce mot garantir la préservation de l'environnement, eh bien on ait beaucoup de contentieux juridiques, c'est-à-dire que à l'avenir on pourrait facilement attaquer en justice l'État et les collectivités territoriales sur les résultats écologiques de leur politique, et donc ça paralyserait un peu l'action publique. Et puis la droite du Sénat estime que avec ce texte, avec le texte en tout cas de l'Assemblée nationale, eh bien l'écologie va être au-dessus de l'économie, qu'on va finalement entrer dans ce que disait Bruno Retailleau, l'écologie de la décroissance. On écoute d'ailleurs le sénateur écologiste Guy Benaroche. Présenté conjointement par les 2 commissions et les rapporteurs des 2 commissions, ainsi que par les groupes, par M. Retailleau et les groupes LR et Union Centriste, n'était pas adopté, bien entendu, en conformité avec notre position et la cohérence de notre position, nous retirerons cet amendement de façon à ne pas modifier le texte de loi original et à permettre d'aller jusqu'au référendum que M. Retailleau souhaite. Merci, chers collègues. Et donc les écologistes qui sont favorables à la version du texte qui est issue de l'Assemblée nationale, qui a été inspirée par la Convention citoyenne pour le climat, donc avec le mot garantir, la France garantit la préservation de l'environnement, et avec cette version, si le Sénat vote cette version de manière identique à celle de l'Assemblée nationale, là il pourra y avoir le fameux référendum sur cette question qui a été promis par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat. Ce référendum, ce serait une manière d'organiser un référendum sur l'écologie avant la fin du quinquennat. Mais bon, vu que la droite du Sénat reste campée sur une position différente, ce référendum est mal parti. On écoute le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Il a amoindri les propositions de la Convention citoyenne pour le climat quand il ne les a pas tout simplement effacées. Mes chers collègues, et voilà que ce même gouvernement s'estime cette fois-ci sans filtre, lié à la lettre même d'une proposition de cette convention, une proposition que nous partageons, celle d'élever la protection de l'environnement au rang de garantie constitutionnelle. Mais ce débat constitue aussi une occasion rare pour le Parlement d'enrichir notre arsenal constitutionnel en matière de protection de l'environnement. Cela fait plus de 15 ans que le peuple français n'a pas été consulté. Cependant,
La démocratie impose que ce référendum ne se limite pas à un symbole dans une logique purement plébiscitaire. On aurait pu espérer l'inscription de la règle verte, le principe de la non-régression, l'introduction d'un véritable crime d'écocide, etc. Mais le gouvernement n'affiche aucune volonté de débat ouvert, de travail collectif. Il veut faire endosser au Sénat, je crois que tout le monde l'a bien compris, la responsabilité de l'échec d'une réforme constitutionnelle. Cette dernière année de mandat porte décidément la marque des manigances et des faux-semblants. La ficelle est un peu grosse. Oui, non, oui, mais non. Voilà à quoi ressemble la politique du gouvernement, notamment pour la levée des brevets sur les vaccins. Non, oui, peut-être, on ne sait pas. Idem encore pour cette réforme de la Constitution. Pas de référendum, puis nouveau renoncement. Monsieur le ministre, votre valse à 3 temps se joue au détriment de nos compatriotes. Et si vous aviez voulu plomber cette réforme constitutionnelle, vous n'auriez pas fait mieux. En tout cas, l'absence d'un vote en termes identiques lors de cette première lecture ne fait pas obstacle à la tenue du référendum. C'est le b.a.-ba de la procédure liée à l'article 89. La discussion peut se poursuivre si vous le souhaitez. Dans ce cadre, le groupe socialiste, écologiste et républicain se bornera à une seule proposition, celle qui a été portée par ma collègue Nicole Bonnefoy dans le cadre de sa PPLC, qui n'a pas été malheureusement acceptée le 20 décembre. Conclure, Monsieur le Président. Dernier, je conclus. L'ensemble des biens communs mondiaux, au rang desquels figurent notamment le climat, l'eau, la santé, doivent être reconnus dans la Constitution. La France en sortirait grandie, Monsieur le Président, dans le prolongement du rôle qu'elle a joué dans les négociations sur la COP 21 en décembre 2015. L'existence d'un premier accord universel sur le changement climatique. Continuons à être exemplaires devant les autres États de cette planète. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, sur les amendements 13 et 11. Donc les sénateurs socialistes qui sont favorables à un référendum sur la question du climat. Sur les 3 et 5, ils sont identiques, donc pas de difficulté particulière. Sur l'amendement 19, il a été retiré. Sur le 13, nos collègues du groupe écologiste veulent inscrire donc dans la Constitution que la France garantit non seulement la préservation de l'environnement, c'est-à-dire conserve en réalité la rédaction proposée par le gouvernement, mais aussi son amélioration constante. C'est un avis défavorable, car l'amendement conserve d'abord le verbe « garantir », c'est la première chose avec laquelle la Commission n'est pas d'accord. Et je voudrais simplement indiquer que la Charte de l'environnement, dans son article 2, est parfaitement claire sur la notion d'amélioration, puisqu'il indique, il dispose, plutôt cet article, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et nous savons tous que la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle, puisqu'elle fait partie du bloc constitutionnel. Donc dans l'absolu, votre amendement est en tous les cas satisfait, de mon point de vue, indépendamment du fait que vous conservez le verbe « garantir ». Enfin, sur l'amendement numéro 11, c'est également un avis défavorable. Je rappelle que la notion d'ensemble des biens communs mondiaux reste encore extrêmement floue pour être inscrite dans la Constitution française, que par ailleurs nous avons eu un excellent rapport, et je vous conseille à chacun d'entre nous de se reporter au rapport de notre collègue Arnaud de Belenet sur ce sujet, qui a rapporté un texte et qui avait conclu effectivement en décembre dernier au rejet de l'usage de cette notion, compte tenu justement de son caractère encore pas suffisamment défini. C'est la raison pour laquelle la Commission, sur l'amendement numéro 11, a émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, sur les 5 amendements en discussion commune. Et on va écouter maintenant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui va répondre à la version de la droite du Sénat avec laquelle forcément il est en désaccord. Lui, il veut introduire cette phrase: la France garantit, avec le mot garantir, la France garantit la préservation de l'environnement. On l'écoute. Où est la démocratie? Un peu comme Diogène cherchant la justice. Mais la démocratie, elle est partout. D'abord, la Convention citoyenne. Alors, on peut ne pas en penser du bien. Certains, d'ailleurs, l'expriment avec beaucoup de liberté. Pourquoi pas? Et du talent, naturellement. Mais 150 citoyens qui se réunissent, qui disent un certain nombre de choses qu'il faut entendre. Le président de la République a entendu ces choses. Il a repris ces mots. Il les a proposés à qui, d'abord? Naturellement, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait également un travail, qui est un travail purement démocratique. Il y a aussi des juristes à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi. Parce que M. Bas disait tout à l'heure, personne n'a le monopole de l'écologie. C'est vrai, mais personne n'a le monopole de la perfection juridique. D'ailleurs, Madame la sénatrice Boyer a souhaité d'autres mots que ceux que la Commission avait retenus. Ça fait partie du débat démocratique.
Chacun vient ici avec ses mots, et vous-même, monsieur le sénateur Retailleau, vous aviez proposé d'ailleurs une modification de la Constitution, ça tournait autour de la laïcité, avec monsieur Bas d'ailleurs, monsieur le questeur, et vous étiez attaché aux mots que vous proposiez, donc il est bien normal que le gouvernement soit attaché aux siens. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Alors, maintenant, je vais essayer de répondre sur le fond aux 3 amendements identiques, les 2, 3 et 5. Proposer de remplacer le projet d'article en débat par un autre projet, en réalité, selon lequel la France préserve l'environnement. Et je ne peux qu'être défavorable à ce projet s'il tend, comme je le crains bien sûr, à vider de sa substance l'avancée proposée par la Convention citoyenne. Vous reprochez au gouvernement à la fois de faire une réforme inutile, mais vous ajoutez dangereuse, ce qui est oxymorique d'une certaine façon. Mais par cette rédaction, vous risquez de priver de toute portée la révision constitutionnelle que nous entendons mener. Et vous la rendrez cette fois, en effet, purement symbolique. La rédaction que vous proposez n'ajoute rien à ce que prévoit déjà la Charte de l'environnement, hormis la notion de dérèglement climatique que nous proposons nous-mêmes. Vous semblez considérer que l'intérêt de votre rédaction est d'opérer un renvoi à la Charte de l'environnement, mais un tel renvoi existe déjà dans le préambule de notre Constitution. Votre rédaction apporte une fragilisation quant au droit applicable en matière environnementale, en affirmant que la France préserve l'environnement dans des conditions prévues par la Charte de l'environnement. Vous semblez exclure toute autre norme, et en particulier le Code de l'environnement. Les règles applicables en matière de protection de l'environnement ne sont en effet pas toutes prévues dans la Charte. A l'inverse, le projet porté par le gouvernement apporte une véritable plus-value à l'état du droit actuel, grâce à l'emploi du verbe « garantir », qui entend précisément renforcer les engagements de la France en matière environnementale. Et il s'agit là d'introduire une véritable obligation d'action positive à la charge des pouvoirs publics. L'emploi du verbe « garantir » revient à mettre à la charge de l'État, selon les termes mêmes de l'avis du Conseil d'État, une quasi-obligation de résultat à assurer la préservation de l'environnement, ou si vous préférez, une obligation de moyens renforcés. L'intensité de l'engagement ainsi créé pourrait être la source d'un élargissement de la responsabilité pour faute de l'État, mais c'est à ce prix que le renforcement de l'action des pouvoirs publics se concrétisera. Il s'agit là d'une exigence impérieuse au regard de la dégradation actuelle de la situation que vous soulignez vous-même. Pour ces raisons, le gouvernement ne peut être en l'état que défavorable à ces amendements. Et puisque j'ai introduit mon propos en rappelant et en rassurant tout le monde sur le fait que la démocratie était bien présente dans le cadre de ces débats, la démocratie suivra son cours. Il y a une navette parlementaire, si nous ne sommes pas d'accord, bien sûr. Et nous nous rejoindrons, monsieur le sénateur, sur les aspirations qui sont les vôtres. C'est vrai que c'est utile de lire le journal le dimanche. J'avais lu notamment que c'était pas la peine de venir ici, que j'y suis quand même, parce que je crois dans la démocratie. Et je crois, je l'ai d'ailleurs déjà démontré, que l'on peut partager sur un certain nombre de textes, au-delà de ce qui peut nous séparer, un véritable travail constructif. Mais je suis défavorable aux amendements que vous présentez. Il m'en reste deux. J'y suis également défavorable. C'est l'amendement qui est déposé par monsieur le sénateur Benarroche, qui veut intégrer le principe d'amélioration constante, aussi appelé principe de non-régression. Je me suis expliqué longuement déjà sur cette question. Quant à l'amendement déposé par monsieur le sénateur Caner, vous souhaitez intégrer dans la Constitution la notion de biens communs mondiaux. C'est très beau, oui, monsieur le sénateur Sueur, c'est très très beau, mais ça n'est pas suffisamment précis pour intégrer la Constitution.
Et voilà pour ces avis défavorables de la part du ministre de la Justice, qui a donc critiqué cette version de la droite du Sénat, de cette révision constitutionnelle, la droite du Sénat qui veut enlever le mot garantir et préfère cette phrase, la France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique. C'est le verbe garantir qui pose problème aux sénateurs, car cela créerait une quasi-obligation de résultats écologiques pour l'État, pour les collectivités, et vous l'avez vu, le ministre de la Justice a assumé cette quasi-obligation de résultats pour nos pouvoirs publics dans leur action. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut voter cette version issue de l'Assemblée nationale, souhaitée par la Convention citoyenne pour le climat, avec le verbe garantir, voilà, cette obligation de garantir la préservation de l'environnement, au risque d'avoir beaucoup de contentieux juridiques et de pouvoir attaquer facilement en justice l'État pour manquement écologique dans ses politiques publiques. Et puis il a été question du référendum et de la polémique autour de la une du journal du dimanche, comme quoi Emmanuel Macron aurait déjà abandonné sa promesse de faire un référendum sur le climat, puisqu'il n'y aura pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je vous rappelle la règle: pour qu'une révision constitutionnelle soit soumise à référendum aux Français, il faut d'abord qu'elle soit votée dans des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est donc tout l'enjeu de ce débat sur cette révision constitutionnelle en faveur du climat. Alors la question, c'est qui bloque ce référendum? Est-ce que c'est la droite du Sénat avec sa version un peu allégée, ou est-ce que Emmanuel Macron de toute façon ne souhaite pas organiser ce référendum, car il arriverait juste avant la présidentielle, ce serait trop risqué, et donc est-ce qu'il fait porter la responsabilité de cet échec du référendum à la droite du Sénat? C'est un débat un peu politique, de manœuvre politique. On écoute le socialiste Éric Kerrouche. La responsabilité au Sénat, c'est ça qui n'est pas tolérable en soi, c'est la posture qui n'est pas tolérable. Sur la question du gouvernement des juges, moi j'entends, mais je suis assez kelsénien quand même. Et je sais une chose, c'est que nous avons tous été contents que, d'une certaine façon, le juge constitutionnel prenne toute son existence en France, que, en donnant une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution, en donnant une valeur constitutionnelle à la DDHC, en donnant une valeur constitutionnelle et en dégageant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en dégageant des principes particulièrement nécessaires à notre temps, eh bien, le juge constitutionnel est aussi une garantie des libertés. Donc je ne pense pas non plus qu'il faille forcément qu'il y ait toujours une opprobre sur son rôle. Maintenant, sur l'amendement en tant que tel, on ne peut que le regretter, parce que, de fait, cet amendement vient minorer une rédaction qui n'était peut-être pas parfaite, mais qui existait. Et là, on a une vraie minoration, et la légèreté du gouvernement ne sous-entend pas qu'il faille aller dans une logique de moins 10 ans, ce qui est le cas de l'amendement retenu par le rapporteur président de la commission des lois. Accorder une place aussi importante au verbe « garantir », alors qu'on sait très bien que celui-ci n'a pas forcément les effets qu'il prétend, que le rapporteur prétend qu'il ait, notamment, on le sait bien, sur la loi garantie à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Si c'était le cas, on n'en serait pas là. Et en fait, vous savez très bien que le verbe « favoriser » a donné plus d'impact que le verbe « garantir ». On est là uniquement dans une querelle sémantique qui permet de faire en sorte, justement, de se dégager du fond. Et c'est ça qui est extrêmement regrettable. Quant à dire que la charte de l'environnement s'applique en la reprenant dans cette même rédaction, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Merci, en chers fait, collègues. Nous ne pourrons pas voter cet amendement pour toutes ces raisons. Merci, chers collègues. Donc la gauche du Sénat qui est hostile, opposée à la version défendue par la majorité de droite et du centre de la Haute Assemblée. Alors dites-nous si vous avez envie d'aller à un référendum pour renforcer la place de l'écologie dans notre Constitution. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un référendum sur cette question, comme ça a été promis par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat? On fait passer durant tout ce débat un petit sondage sur cette question. Est-ce que vous voulez ce référendum? N'hésitez pas à y répondre. En tout cas, dans le fil de commentaires, eh bien, Florence nous dit que renforcer l'écologie dans notre Constitution, ça pourrait être une idée intéressante, notamment au niveau de la hiérarchie des normes, car la Constitution est au-dessus des lois, donc ça voudrait dire que la place du climat serait renforcée dans toutes nos lois. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans le post de Florence, et ça concerne le fameux article 1er de la Constitution. C'est
c'est cet article que le gouvernement et la Convention citoyenne pour le climat souhaitent modifier. Là, on parle d'une modification de l'article 1er de la Constitution. Alors, je vais vous le lire, comme ça on saura concrètement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 1er de notre Constitution? Il dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Et puis elle favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Et justement, cette égalité de tous les citoyens, eh bien, Florence voulait revenir dessus en tant que personne en situation de handicap. Elle rappelle qu'il y a encore des gros problèmes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment dans les transports en commun, et que la Convention citoyenne pour le climat avait évoqué cette question d'accessibilité dans les transports, et pour l'instant, le problème n'est toujours pas réglé par les régions qui organise les transports. Donc voilà, donc il y a cet article de la Constitution, mais dans les faits, il y a toujours des inégalités entre les citoyens, et donc c'est bien de le rappeler avec cette intervention intéressante de Florence. N'hésitez pas à réagir à ce que disent les sénateurs. Les écologistes vont prendre la parole. On va écouter Ronan Dantec dans un instant. Et puis n'hésitez pas aussi à partager ce débat au Sénat, cette émission, pour la faire, pour qu'elle profite au plus grand nombre, la faire partager à la fois sur Facebook et à la fois sur YouTube. On a une playlist Le débat est à vous sur la chaîne YouTube de Public Sénat. On écoute l'écologiste Ronan Dantec. Au lieu de ça, on a énormément de calculs politiciens. Comment on se positionne par rapport au président, ce qui va être gagnant, perdant. Et puis, on a surtout beaucoup de discours, d'interventions pour dire, et c'est pas très différent d'ailleurs, porté par d'autres sur la loi climat, mais finalement la société française, l'économie française n'est pas capable de garantir la préservation de l'environnement. Et quand on agite le spectre de ce mot galvaudé de la décroissance, c'est ce qu'on dit globalement. Et ça fait finalement une assez petite société française. Alors certes, il faut lire toujours le journal tous les matins, on le fait à peu près tous, mais c'est intéressant aussi de lire la Constitution et de lire les préambules de la Constitution, et notamment de relire 1946. Je vais vous relire le préambule de 1946. Grande période, on sort de la guerre, c'est la victoire, c'est écrit ainsi dans la Constitution, dans le préambule de 46, la victoire des peuples libres. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le préambule de 46 ? Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Tout être humain, pas seulement français, tout être humain. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec cette crise terrible sur l'écologie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année à travers le monde? Que l'environnement, la dégradation de l'environnement est devenue une des grandes atteintes aux droits de l'homme. Et ce qui est proposé aujourd'hui, moi je l'entends comme ça, à travers les termes utilisés, c'est que la France assume ce qui est son histoire universaliste. Non pas qu'elle soit souffreteuse sur son incapacité à intégrer ces enjeux dans sa propre économie, mais qu'elle aille vers le monde en disant « nous, on lutte, nous, on garantit ». C'est l'histoire française. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans la Constitution. Et je regrette vraiment que dans le débat aujourd'hui, on casse finalement ce qui est l'essence de 1789 et du préambule de 46. Merci, chers collègues. Monsieur Dossus. C'est intéressant ce qu'il dit les sénateurs écologistes Ronan Dantec. La France est censée être le pays des droits de l'homme, le droit à un environnement sain, le droit à l'écologie, finalement, est un droit de l'homme, et donc la France doit le garantir dans sa constitution. Alors, je vous parlais de ce petit sondage qu'on vous fait passer durant ce débat. Est-ce que vous souhaitez un référendum pour renforcer ou non la place de l'écologie dans notre constitution? Et pour l'instant, c'est un peu 50-50, hein, il y a un peu un match avec 47% de oui, 42% de non, le reste d'abstention. Donc n'hésitez pas à voter, hein, le sondage va s'afficher
par intermittence sur l'image du débat. Donc voilà, n'hésitez pas à voter pour avoir un peu votre avis autour de ce référendum. Et puis dans le fil de commentaires, expliquez-nous pourquoi vous souhaitez ou non être consulté sur l'écologie. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition reprise par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il y a un petit peu de démagogie aussi à l'approche de la présidentielle? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment avoir lieu? Et puis je voudrais aussi qu'on parle de la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'elle est à l'origine de cette proposition de révision constitutionnelle pour renforcer l'écologie dans la Constitution. Et c'est pas la seule proposition, hein. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne, je rappelle, hein, une convention qui a été créée à l'initiative d'Emmanuel Macron après la crise des Gilets jaunes, eh bien ils ont fait au total 150 propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 146 d'entre elles ont été conservées par le gouvernement, vraiment retravaillées. Elles avaient à la base la possibilité d'être transmises sans filtre au Parlement, mais elles ont finalement été retravaillées par le gouvernement et elles vont figurer dans l'autre projet de loi climat, le projet de loi climat et résilience, qui sera examiné par le Sénat dans plusieurs semaines. On en a parlé déjà la semaine dernière, et les écologistes et les citoyens de cette convention sont un peu déçus par le traitement de leur proposition qui est fait avec ce projet de loi climat. Allez, on retourne à cette révision constitutionnelle avec le président des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard. Et puis dans le fil de commentaires, je vous poserai la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette Convention citoyenne pour le climat? Est-ce que c'est une bonne initiative de démocratie? Ces derniers devront agir positivement pour préserver l'environnement, la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Ce n'est pas rien. Oui, effectivement, c'est contraignant. C'est une avancée majeure à laquelle on ne peut pas décemment s'opposer, surtout quand on clame haut et fort que l'écologie n'appartient pas à un parti, que tout le monde souhaite protéger l'environnement. Dans ce cas, cessez de proclamer et agissez en vantant ce texte en l'état. Ne pas le voter signifie que vous ne souhaitez pas que la République agisse positivement en toutes circonstances pour l'environnement. Cela signifie que vous avez d'autres priorités et que vous préférez défendre une somme d'intérêts privés plutôt que l'intérêt général, scientifiquement admis par les chercheurs du monde entier. Dans ce cas, il faut tout simplement l'assumer. Cette obligation d'action est une première étape, mais elle n'est pas suffisante. Agir pour préserver un environnement déjà partiellement dégradé, c'est stopper l'hémorragie, mais il faut aller beaucoup plus loin et agir pour améliorer constamment cet environnement. C'est une traduction constitutionnelle du principe de non-régression du droit environnemental. Le caractère seulement législatif de ce principe est insuffisant, comme l'a montré la décision récente du Conseil constitutionnel sur le projet de loi que nous avons débattu ici, réintroduisant les néonicotinoïdes. Mais les écologistes sont sobres, et ainsi nous nous contenterons de la présente proposition et invitons le Sénat à faire de même en rejetant l'amendement du rapporteur. Et je pense qu'il faut suivre les conseils de Bruno Retailleau. Et effectivement, c'est un vrai sujet. On doit débattre, et je pense que nos concitoyens doivent débattre, et qu'on doit aller vers le référendum. Merci, Monsieur Benarroche. Merci, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous attendiez mon intervention avec impatience, chers collègues. Voilà. Mais, vous le savez, le moment où l'on refuse d'avancer est toujours un moment grave et un moment signifiant, qui sera noté, qui sera retenu, parce qu'il sera noté qu'aujourd'hui, nous avons refusé d'avancer. L'amendement que vous nous proposez est l'illustration d'une contradiction assez dérangeante. Vous nous annoncez souhaiter modifier l'écriture de l'article afin de rectifier les incertitudes juridiques qui pèseraient. Mais il reviendra toujours au juge d'arbitrer entre plusieurs principes constitutionnels. Ces arbitrages ne garantissent pas une priorité à un quelconque principe sur un autre, mais répondent à une interprétation d'équilibre. D'un autre côté, selon votre analyse même, cette formulation avec le terme de garantie, je cite, « faciliterait l'engagement de la responsabilité des personnes publiques, voire même attribuerait une forme de priorité à la préservation de l'environnement ». Qu'en est-il alors? Texte trop incertain ou texte trop prescripteur? Vous savez, on dit souvent « 2 médecins, 3 avis ». Le consensus des juristes constitutionnalistes n'est évidemment pas au rendez-vous sur le sujet, malgré ce que vous avez dit.
Cette réforme telle que libellée... Ah merci François, désolé j'avais coupé mon micro. Oui, ce que je disais, je reprenais un peu ce que disait Florence sur notre fil de commentaires. Florence, elle est très sceptique sur ce référendum qui doit être organisé, hein, c'est la promesse d'Emmanuel Macron, référendum sur le climat, car souvenez-vous, en 2005, il y avait eu un référendum... Là c'est bon, vous m'entendez Florence? Non, ça marche. Car voilà, en 2005, vous disiez que oui, il y avait eu le référendum sur la Constitution européenne, sur le traité européen, il y avait eu un non des Français, mais malgré ce non, quelques années plus tard, il avait été ratifié sous la forme du traité de Lisbonne, sous l'initiative notamment de Nicolas Sarkozy, qui était devenu président de la République. Donc la parole des Français n'avait pas vraiment été respectée, ce non au référendum. Et puis concernant la Convention citoyenne pour le climat, hein, pareil, la Florence est très sceptique, elle nous dit ça va être comme le grand débat national, ça va être du vent. Alors c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat, ça s'inscrit dans cette crise des gilets jaunes contre la hausse de la taxe carbone. Emmanuel Macron avait fait pendant cette crise un grand débat national pour écouter notamment les élus locaux, et puis après, à la suite de cette crise des gilets jaunes, il avait annoncé quelques mesures, et notamment la création de la Convention citoyenne pour le climat. L'objectif, c'était de faire participer les citoyens pour voilà, proposer des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, avec l'enjeu que justement ces mesures écologiques soient acceptées par les citoyens, car la taxe carbone, la hausse de la taxe carbone n'avait pas été acceptée. Donc voilà, dites-nous, continuez à nous dire ce que vous pensez de ces initiatives de démocratie, d'écologie. Est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce que c'est une illusion selon vous? On va écouter le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte sur la révision constitutionnelle. L'effet de l'amendement de notre rapporteur. Là, on ne fait plus rien. Si vous n'étiez pas rapporteur, mais que vous étiez dans l'hémicycle et que vous nous proposiez cet amendement, vous feriez comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur le principe de non-régression. C'est satisfait par le droit en vigueur. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, notre collègue Philippe Bas l'a dit en commission, quand on supprime le venin de la proposition du gouvernement, il ne reste plus grand-chose. Bon. Donc, en fait, on ne bouge pas. Et est-ce qu'il faut ne pas bouger? Finalement, tout le monde a été d'accord pour dire que la Charte de l'environnement 2005 a été un progrès. On doit quand même constater que ça ne suffit pas. Il suffit de voir que l'affaire du siècle montre que les politiques publiques qui sont aujourd'hui menées ne permettent pas et n'imposent pas au pouvoir public de respecter les obligations conventionnelles et internationales de la France. Donc, il y a besoin de changer. Et ce que nous proposons pour changer, mais vraiment en innovant, c'est de constater que ce qui nous préoccupe tous ici, c'est la préservation d'un certain nombre de biens communs qui sont aujourd'hui menacés parce qu'on constate qu'ils ne sont pas infinis. Et ces biens communs, c'est justement ce que propose l'amendement du groupe socialiste. La santé, le climat, l'eau, tout ce qui est nécessaire pour la vie, partout sur la planète. Et cet enjeu, il dépasse tous les pays. Il n'est pas protégé par les frontières. Nous ne trouverons pas une solution tout seuls. Et si nous voulons être fidèles à notre histoire universaliste, alors oui, aujourd'hui, il faut innover et il faut intégrer dans notre Constitution ce qui est absolument indispensable, et comme l'a dit notre collègue Nicole Bonnefoy, qui marque bien notre intégration à cette inquiétude aujourd'hui, de constater que face à ce destin commun de l'humanité qui nous touche tous, nous serions quand même bien inspirés de mettre dans notre Constitution qu'il faut trouver des solutions pour l'ensemble de l'humanité, en intégrant cette notion de bien commun. Merci, Monsieur Sueur. Monsieur le Président, mes chers collègues, à ce stade, j'ai juste une question à poser à notre président rapporteur. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous présentez cet amendement numéro 2. Et comme je ne le comprends pas, je vous remercie de bien vouloir l'expliquer avant le vote. En effet, je comprends ce que vous dites sur le verbe « garantir ». Très bien. Mais ce que vous nous proposez, c'est d'écrire que la Constitution préserve l'environnement dans les conditions prévues par la Charte pour l'environnement.
Comme la charte pour l'environnement a valeur constitutionnelle, elle fait partie du bloc constitutionnel, vous nous proposez d'écrire dans la Constitution qu'il faut respecter la Constitution. Vous nous proposez d'écrire dans la Constitution un article qui dit que la Constitution s'applique. Ça s'appelle une aporie, c'est-à-dire que ça n'apporte rien. Je ne comprends pas ce que ça apporte. La charte pour l'environnement, elle existe, et je ne vois pas pourquoi il faut dire cela. Donc, Monsieur le Président rapporteur, si vous pouviez m'éclairer, car je ne le suis toujours pas, je n'ai pas entendu un argument, mais pas un seul, depuis le début du débat qui permette de justifier cela. Alors que j'ai écouté ce qu'a dit Madame Nicole Bonnefoy, mais si, écoutez, ce qu'a dit le président Patrick Kanner, cette idée de bien commun de l'humanité est une belle idée. Regardez l'histoire. Tous ceux qui, depuis près de 2 siècles, se battent pour l'action sociale, tous ceux qui sont dans des politiques progressistes, ils sont dans cette inspiration. Le but de la politique, c'est finalement le bien commun, non seulement d'une partie des Français, mais de tous les Français, des Européens, de l'humanité. C'est une belle idée, elle est forte. Et je trouve que tant qu'à écrire quelque chose, j'ai fini, plutôt que d'écrire l'aporie que présente M. Buffet, qui ne sert à rien... Il faut conclure, chers collègues. Ce serait mieux, Monsieur le Président, vous avez bien compris, d'écrire quelque chose qui ait cette force, le bien commun. Merci. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous suivez le débat qui a eu lieu hier soir au Sénat autour de la révision de la Constitution en faveur du climat. 2 versions s'opposent. D'un côté, celle de l'Assemblée nationale, soutenue par le gouvernement. Elle propose d'introduire dans la Constitution la phrase suivante « La France garantit la préservation de l'environnement ». Et de l'autre, la version de la majorité de droite du Sénat, qui est un peu moins contraignante pour les pouvoirs publics, avec cette phrase « La France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique ». Il y a donc un débat juridique entre l'Assemblée nationale et le Sénat, un débat qui est important car s'il n'y a pas d'accord sur une version identique de cette révision constitutionnelle, eh bien elle ne sera pas soumise à un référendum, elle ne sera pas soumise aux Français. Et ce référendum sur le climat, c'est la promesse qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, à la Convention citoyenne pour le climat. Donc eh bien ce référendum sur le climat, il est un peu en train d'être bloqué dans le débat parlementaire avec la gauche, le gouvernement, les écologistes qui estiment que la droite du Sénat est en train de vider de sa substance cette révision constitutionnelle, et de l'autre, la majorité de droite du Sénat a peur, elle craint que l'écologie ne prime sur une autre liberté constitutionnelle, par exemple la liberté d'entreprendre. Voilà cette nécessité d'avoir un progrès économique, un progrès social, et donc si on renforce trop l'écologie, notamment avec le verbe garantir dans la Constitution, d'autres principes constitutionnels pourraient être minorés. Alors, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte a parlé de l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un procès qui a été fait par des associations écologistes, notamment Greenpeace, Oxfam, contre l'État. Ces associations ont porté plainte contre l'État pour inaction dans la préservation de l'environnement. Donc ça rejoint notre sujet. Ça, c'était en 2018. Et 3 ans plus tard, le tribunal administratif a reconnu l'État coupable, a reconnu la faute de l'État pour son inaction climatique, un manquement du coup dans la préservation de l'environnement. Le seul problème, c'est que le tribunal administratif a condamné l'État à verser un euro symbolique à ces associations pour le préjudice causé. Donc la sanction, c'est vrai, n'est pas très forte, elle est vraiment très symbolique pour le coup, même un petit peu dérisoire, et donc c'est pour ça que les écologistes, la gauche, disent il y a nécessité de renforcer l'écologie dans notre constitution pour renforcer les obligations de l'État, des collectivités, dans la préservation de l'environnement. Alors il y a un sénateur qui est proche du gouvernement, un sénateur de la République En Marche, Alain Richard, mais vous allez voir, lui il est contre cette révision constitutionnelle. On écoute. Clarté et de justesse, Madame Assassi, à l'instant, entre la Constitution et l'action publique. Celle dont nous parlons
l'action pour soutenir la biodiversité, pour prévenir le changement climatique, elle est multiforme. Elle est en recherche permanente. Elle est aussi négociée. Elle exige un approfondissement scientifique constant, qui est loin d'être terminé. Il n'y a pas de vérité révélée. On pourrait en citer de multiples exemples, mais j'en mentionne simplement un. Quand on a la curiosité d'approfondir un peu le code de l'environnement, c'est un code fait uniquement de procédures, il n'y a pas une règle de fond. Et il y a des procédures très protectrices préalablement à la plupart des projets en matière de préservation de l'environnement, de l'entourage du projet. Et comme par hasard, on a été obligé d'y mettre une quantité de clauses dérogatoires pour protéger moins l'environnement et la biodiversité. Là, on avait besoin d'équipements favorables à l'environnement, comme par exemple des installations de production d'énergie ou des installations d'épuration de l'eau. Donc, de vouloir résumer et contraindre par un seul terme, comme le terme de garantie de la biodiversité, l'ensemble de ces politiques est contre-productif pour atteindre l'objectif de notre efficacité contre le changement climatique. Ce sont des politiques industrielles, ce sont des politiques agricoles, ce sont des politiques d'aménagement. Et la biodiversité, puisqu'il faut en parler, est connue de façon encore extrêmement imparfaite. Si vous approfondissez vos analyses de cette question, et si vous lisez la littérature scientifique, vous apercevez de l'énormité des zones d'incertitude. Donc, il me semble que contraindre l'ensemble de ces politiques dynamiques et évolutives dans un seul terme, la garantie de la biodiversité, c'est celui qui me paraît le plus contre-productif, et me semble-t-il une erreur profonde quant à ce qu'est le rôle d'une constitution. Donc voilà, donc le sénateur du groupe RDPI, La République En Marche, Alain Richard, qui est contre la révision constitutionnelle portée par le gouvernement. Une question intéressante de Florence sur le fil de commentaires. Alors pour vous, pourquoi avoir fait le CETA si on a un gouvernement qui se dit écologiste, en faveur de la préservation de l'environnement? Pourquoi avoir fait le CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, un traité qui pourrait augmenter les importations, les trajets en avion de livraison de marchandises, également les importations de viande canadienne. Et voilà, ce traité, il est très décrié, notamment par les écologistes. Alors c'est vrai que, ce traité, il n'a pas été déclaré inconstitutionnel, car on pourrait dire, ce traité avec le Canada, il ne garantit pas forcément la préservation de l'environnement. En tout cas, on peut se poser des questions. Donc, on pourrait attaquer la ratification par le Parlement de cet accord du CETA, mais malgré la charte de l'environnement qui est présente déjà dans la Constitution, il n'y a pas eu de mise en danger finalement de ce traité avec le Canada. Donc il y a peut-être la nécessité de renforcer la place de l'écologie dans le texte fondamental de la République. Nos jeunes générations ont besoin de projets collectifs. Et s'il y avait moyen d'envoyer vers ce type de projet collectif, sauver la situation, sauver l'humanité. Nos jeunes générations sont en attente de ça, en attente de signes, en attente de symboles. Une société dont les enfants, des jeunes couples de la génération de nos enfants, j'en connais plusieurs, disent des enfants, nous, on n'en aura pas, parce qu'on ne veut pas les mettre dans un monde pareil. Il y en a de plus en plus. Une société qui en est là par rapport à ces jeunes générations doit se mettre en question, et véritablement c'est vers une nouvelle société qu'on doit avancer et avancer ensemble. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et forcément, c'est l'avenir des générations futures qui est en jeu dans ce débat sur la préservation de l'environnement. On l'a vu avec le sénateur écologiste Joël Labbé, les écologistes qui veulent même aller plus loin que le gouvernement dans cette révision constitutionnelle en ajoutant la notion d'amélioration constante de l'environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement garantir la préservation, mais c'est en plus l'améliorer avec ce principe de non-régression. Donc là, vous le voyez, on a un scrutin public, c'est-à-dire que l'amendement de la commission des lois et aussi de la droite du Sénat pour modifier cette révision constitutionnelle, pour l'assouplir, cet amendement il est mis au vote dans l'hémicycle du Sénat.
et chaque sénateur vote sur sa tablette électronique, et c'est un scrutin public. Ça veut dire que, eh bien, d'ores et déjà là sur le site du Sénat.fr, puisque le vote s'est passé hier soir, eh bien vous pouvez aller voir ce qu'a voté votre sénateur, ce qu'ont voté les Républicains, la gauche, les centristes, et voilà ce qu'a voté chaque sénateur dans chaque département sur cette révision de la Constitution en faveur du climat, avec cette version proposée par les sénateurs, je le rappelle, d'introduire dans la Constitution la phrase suivante: la France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique, au lieu de parler de garantie, donc une version un peu assouplie par les sénateurs et qui est très critiquée par la gauche et par le gouvernement. Et je le rappelle, l'enjeu c'est le référendum sur le climat qui a été promis par Emmanuel Macron, mais pour qu'il soit organisé, il faut que le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent d'accord sur une version identique de ce texte. Donc vous le voyez, là le Sénat est en train de modifier la version des députés, donc c'est mal parti pour l'instant pour le référendum. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez un référendum sur le climat avant la fin du quinquennat pour renforcer ou non l'écologie dans la Constitution? Est-ce que ça permettrait d'intéresser davantage les citoyens à cette question de la préservation de l'environnement? Ça permettrait aussi un peu de changer de sujet, parce que là on est tous omnibulés par cette crise sanitaire, ça occupe la majeure partie de l'actualité dans les médias, et donc voilà, un référendum sur l'écologie juste avant la présidentielle, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'action écologique d'Emmanuel Macron? On a un petit sondage sur ce référendum qui circule, n'hésitez pas à voter, à continuer à voter, et on va voir quel camp l'emporte dans ce débat. Alors que les sénateurs continuent de voter sur la version de la droite sénatoriale de cette révision constitutionnelle, et on écoute le résultat du vote. Donc résultat du vote dans un instant, qui est donné au président de séance. 117 sur les amendements identiques 2, 3 et 5, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 339, pour l'adoption 216, contre 123, le Sénat a adopté. Et donc vous le voyez, le Sénat vote en faveur de la version de la majorité de droite du Sénat sur cette révision constitutionnelle en faveur du climat. Il n'est donc plus question de garantir la préservation de l'environnement, il n'y a plus cette obligation de résultat pour l'État, mais plutôt une obligation de moyens. La France devra préserver l'environnement et agir contre le dérèglement climatique, donc une version qui serait plus simple pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics et de nos entreprises selon la droite sénatoriale. Aggravation des risques naturels, surmortalité liée aux vagues de chaleur ou à la pollution, propagation des maladies, stress hydrique, danger pour l'agriculture et l'alimentation. Adopté à l'unanimité ici même, ce rapport énonce des propositions visant à amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux défis sanitaires, économiques et écologiques que pose le changement climatique par l'accompagnement des territoires, l'adaptation du bâti et de l'urbanisme, la réduction des tensions sur les ressources hydriques ou encore l'adaptation de notre modèle agricole. Tel est l'objet de cet amendement qui vise à préciser dans la Constitution que la lutte contre le dérèglement climatique suppose de lutter également contre ses conséquences qui menacent la vie quotidienne de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc là, vous allez avoir une série d'amendements, une série de propositions des sénateurs pour modifier cet article premier de la Constitution et rajouter quelques modifications sur la préservation de l'environnement. Donc là, vous avez vu le sénateur Corbizet qui voulait évoquer les conséquences de la lutte et les conséquences du dérèglement climatique sur le quotidien des citoyens
citoyen, mais la commission des lois du Sénat et le gouvernement y sont défavorables, donc cet amendement il ne va pas passer. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de suivre le débat au Sénat sur la révision constitutionnelle en faveur du climat. L'objectif, c'est de renforcer la place de l'écologie dans la Constitution, mais il y a un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la droite du Sénat qui a un peu édulcoré ce projet de loi, car elle craint que l'écologie ne prime sur d'autres libertés constitutionnelles, et notamment la liberté d'entreprendre. Donc les sénateurs qui veulent conserver cet équilibre entre l'environnement, le progrès économique et le progrès social. C'est tout l'enjeu de ce débat qui a eu lieu hier soir au Sénat. Et puis l'autre enjeu, c'est la question du référendum, l'organisation du référendum sur le climat promis par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne. Et ce référendum, il est mal parti car le Sénat et l'Assemblée ne sont pas d'accord. De ces ressources naturelles, de leur capacité éventuelle de renouvellement. Toute mesure quantifiée environnementale ne trouve son sens que dans un cadre fini, celui des limites planétaires. Une limite d'émission ne trouvera son sens et ne sera acceptée par la population que si elle est mise en rapport avec le maximum qui serait possible avant un dépassement des ressources de la planète. Ainsi, cette inscription dans la Constitution solidifierait toute démarche d'inscription dans le droit de limites chiffrées d'émissions de CO2, de destruction forestière, de limites de pêche, et ainsi de suite. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Alors dites-nous ce que vous pensez d'une manière générale de la politique écologique qui a été menée depuis 4 ans par Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes satisfait? C'est quand même son gouvernement qui a dit non à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes après des années de conflits autour de ce sujet. Est-ce que le gouvernement en fait assez en matière d'écologie alors que dans quelques semaines le Sénat doit examiner le projet de loi climat et résilience, un projet de loi qui va notamment toucher divers domaines avec des mesures écologiques comme la suppression de certaines lignes aériennes ou encore un affichage environnemental sur certains produits dans les supermarchés ou encore la création d'un délit d'écocide, de destruction de l'environnement pour punir plus fortement les entreprises qui polluent l'environnement. Du droit des générations actuelles et futures à vivre dans un environnement sain. Les nombreuses atteintes à la biodiversité et à l'environnement pourraient à terme générer la destruction de l'humanité. Ainsi, la France doit mettre tout en œuvre au niveau de ses politiques environnementales nécessaires afin de limiter l'impact des activités humaines à un niveau permettant à l'humanité de disposer des fonctions essentielles de la biosphère. Cette affirmation est surtout une position intergénérationnelle. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a, le 30 octobre 2018, publié ses craintes quant aux effets de la dégradation de l'environnement. La dégradation de l'environnement, le changement climatique et le développement non durable comptent parmi les menaces les plus imminentes et les plus graves qui pèsent sur le droit à la vie des générations actuelles et futures. Nous souhaitons ainsi rappeler l'impact de nos décisions actuelles et leurs conséquences sur les capacités des générations futures à vivre dans de bonnes conditions environnementales. Ce droit à un environnement sain, dans lequel on peut inclure le droit à l'eau, à un air non pollué, au bénéfice de la biodiversité, a été reconnu en France et est inscrit dans la Charte de l'environnement de 2005. Il convient cependant de renforcer sa portée juridique en érigeant ce droit en principe constitutionnel, inscrit à l'article 1er de la Constitution. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. En réalité, je pense que le souhait de notre collègue est satisfait. Il suffit de lire le dernier alinéa du préambule de la Charte de l'environnement de 2004 qui dispose qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Je crois que les choses sont claires. Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. C'est la même position, Monsieur le Président, que celle de Monsieur le rapporteur, et pour exactement les mêmes raisons. Merci. Donc je mets aux voix l'amendement 15 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 16, M. Benarroche, toujours. Oui, merci.
Après satisfait et superflu. Et donc pour Frédéric, la politique écologique d'Emmanuel Macron, ce ne sont que des mots sans acte, de la poudre de perlimpinpin, pour citer le président de la République dans son débat d'entre-deux tours avec Marine Le Pen en 2017. La régression protège, comme je viens de le dire, les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision. L'effectivité d'un droit humain à l'environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse pas être mise en cause. Ce principe n'implique pas une impossibilité d'action de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques. Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions législatives ou réglementaires sont moins disantes au niveau environnemental, et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité nous apparaît insupportable. Au vu des dernières décisions qui ont permis, par exemple, aux juges de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut pas se permettre de faire moins. Oui, on rappelle cette décision autour des néonicotinoïdes, des insecticides tueurs d'abeilles qui avaient été interdits sous le gouvernement de François Hollande, mais récemment, le gouvernement actuel a réautorisé l'utilisation de ces insecticides tueurs d'abeilles pour la culture de betteraves, car il n'y a pas d'alternative assez efficace aux néonicotinoïdes pour cultiver les betteraves, et la betterave c'est un secteur important de notre agriculture, notamment pour l'industrie sucrière, donc c'est pour ça que le gouvernement a réautorisé l'utilisation de ces pesticides. Il n'est pas adopté. L'amendement 6, M. Guillaume. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition du Président de la République d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution l'engagement du pays en faveur de l'environnement et dans la lutte contre le dérèglement climatique nécessite, pour avoir quelque chance de réussite, que soit associé à cette vertueuse démarche l'ensemble de nos concitoyens et de leurs institutions. Les Françaises et les Français se sont déjà largement exprimés sur ce sujet et se le sont appropriés lors du grand débat ou par l'intermédiaire de la Convention citoyenne pour le climat, souhaitant recourir à un référendum. Il convient maintenant d'y associer, du fait de l'organisation décentralisée de la France, tous les territoires dans leur force et leur diversité, au regard du défi que l'humanité devra relever. Mais pour cela, la France doit veiller également à la santé et au bon équilibre de ces territoires pour que tous apportent collectivement leur contribution, qu'ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Urbains parce que destinés à recevoir tout type d'habitat. Ruraux pour permettre la production agricole indispensable à notre survie, et d'espaces naturels contribuant aux objectifs du maintien de la diversité biologique, porteurs de services écosystémiques rendus par la nature. Il existe donc bien un lien intime et subtil qui relie environnement et territoire. Un lien déjà bien pressenti par l'Association des maires ruraux de France et par l'Agence nationale de la cohésion territoriale, déclarant faire de la transition écologique un moteur de la cohésion des territoires. Il s'agit donc ici, par cet amendement, de faire en sorte que la cohésion des territoires soit le moteur de la transition écologique. C'est le sens de cette proposition additionnelle de modification du texte 1958, afin de prendre en compte dans la Constitution l'indispensable dimension spatiale et territoriale de notre pays. Dans cette approche environnementale, nous devons mettre toutes les chances de notre côté et corriger le modèle de société qui est le nôtre, en se souvenant de la citation de Hubert Reeves. Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président. Et la représentation de la diversité des territoires, c'est un sujet très important pour le Sénat qui représente les territoires et notamment les collectivités locales. Donc cette diversité des territoires entre nos campagnes, nos villes, également les quartiers populaires, voilà, c'est un sujet important. La question, c'est quels effets juridiques on peut attendre de ce type de cet acte de reconnaissance pris en lui-même. C'est assez compliqué. La seule référence récente que nous avons eue dans les travaux qui ont été faits dans cette maison, c'est la proposition de loi constitutionnelle du président Larcher et de notre collègue Philippe Bas qui avait été adoptée le 3 février 2015, qui faisait référence effectivement à cette notion-là, mais
pour mieux permettre la représentation de ces territoires au sein de notre Assemblée, ce qui n'était pas tout à fait la même chose, mais c'est une référence qui était claire et précise. La deuxième chose, c'est que l'amendement prévoit que la France assure la cohésion de ces territoires par un développement social, économique et environnemental équilibré. Ce n'est ni plus ni moins que les dispositions de l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui, on le redit une fois de plus, fait partie de notre bloc constitutionnel, donc qui est complètement aujourd'hui admise en tant que telle. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui fait que, parce qu'il faut concilier ces trois éléments, nous avons préféré inscrire préserver plutôt que garantir. Je le redis tout à l'heure. Je redis ce que je dis tout à l'heure, d'ailleurs. Et puis, quant à l'objectif de cohésion des territoires, il nous paraît pas suffisamment bien défini pour rentrer également au rang constitutionnel. Peut-être rappeler avant de conclure que la solidarité entre les citoyens français, quel que soit le lieu où ils habitent, est d'ores et déjà protégée par de nombreux principes constitutionnels. Donc c'est une demande de retrait, ce qui serait le plus simple, à défaut un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Oui, c'est un avis similaire à celui qui vient d'être développé par monsieur le rapporteur, pour d'ailleurs les mêmes raisons. Merci, monsieur Guilleul. Cet amendement est porteur d'une centaine, voire plus, de maires et de petites communes. Par conséquent, je ne le retirerai pas. Et la nécessité de reconnaître la diversité des territoires permet de tendre vers l'équité de ces territoires, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc il n'est pas retiré, donc je le mets aux voix, l'amendement 6, avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article unique. Qui est pour cet article unique? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc un article unique de ce projet de loi constitutionnel qui est adopté par le Sénat avec cette révision de la Constitution qui vise à obliger la France à préserver l'environnement et à agir contre le dérèglement climatique. Mais dans cette phrase, il n'est plus question de garantir la préservation de l'environnement comme c'est souhaité par le gouvernement, les députés et la Convention citoyenne pour le climat. Donc les sénateurs ont vraiment un peu assoupli cette révision constitutionnelle en faveur du climat. On va dans quelques minutes parler de la notion de biens communs mondiaux. On parle en ce moment beaucoup de vaccins, du vaccin comme un bien public. Par exemple, le président américain Joe Biden a appelé à la levée des brevets sur le vaccin. Et donc cette notion de biens communs mondiaux, elle est défendue, vous allez le voir dans ce débat, par la gauche de l'hémicycle, notamment les sénateurs socialistes. Faut-il ajouter cette notion de défense des biens communs de la planète dans notre Constitution? Ça pourrait par exemple rejoindre la question de l'Amazonie et de la protection de la forêt amazonienne, poumon de la planète, mais qui est sur notamment le territoire brésilien. Alors est-ce que avec cette notion de bien commun mondial, on pourrait lutter davantage sur certains sujets? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut défendre ce concept, ou est-ce que c'est un petit peu idéaliste? Principe d'irrecevabilité climatique, un mécanisme contraignant qui permettrait de rejeter des lois et des investissements publics jugés incompatibles avec l'accord de Paris et la stratégie nationale bas carbone, fixant la neutralité carbone de la France à 2050, et ce, que ces lois soient d'origine parlementaire ou gouvernementale. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires est pleinement favorable à ce nouveau cadre d'évaluation qui placerait la France en cohérence avec ses ambitions de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc les écologistes qui demandent des objectifs environnementaux chiffrés pour définir nos politiques publiques, notamment en matière d'écologie. Que les projets et propositions de loi déposés devant le Parlement, donc Assemblée ou Sénat bien sûr, sont accompagnés d'une évaluation de leur impact climatique dont le contenu serait défini par une loi organique. Je voudrais rappeler d'abord que le principe même d'une étude d'impact est déjà existante dans notre Constitution, singulièrement pour les textes gouvernementaux, les propositions de loi, pour les projets de loi, pardon. C'est vrai que pour ce qui concerne les propositions de loi, ce dispositif d'étude d'impact n'existe pas. La question, en réalité,
c'est que avons-nous la capacité de pouvoir les mener lorsque les textes sont d'origine parlementaire? C'est en réalité extrêmement difficile et sans doute peu adapté. Et puis, je voudrais dire que même si nous considérons évidemment que l'enjeu climatique est important, puisque nous venons même de le rajouter dans l'article 1er de notre Constitution, il n'en demeure pas moins que la Constitution établit un principe général et que c'est l'ensemble des textes qui doit faire l'objet d'une étude d'impact, quelle que soit la nature de celle-ci, et que cela devrait suffire à satisfaire votre intérêt pour ceci. Avis défavorable. Oui, monsieur le ministre. Avis défavorable sur l'ajout d'objectifs environnementaux dans les politiques publiques de l'État et des collectivités. Alors cette notion d'objectif écologique, elle est intéressante car dans quelques semaines, le Sénat va examiner le projet de loi climat qui concentre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors ces propositions, elles ont d'abord été un peu retravaillées par le gouvernement, affaiblies, diront les écologistes, mais en tout cas l'objectif à la base de ces propositions, c'était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030. Et le problème, c'est que selon l'étude d'impact de ce projet de loi climat, on peut d'ores et déjà dire que ce texte n'atteindra pas cet objectif de 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la France. On serait plutôt aux alentours de 30%. Donc on sait déjà que la loi climat du gouvernement ne va pas atteindre l'objectif, d'autant que l'Union européenne a rehaussé cet objectif d'émissions de gaz à effet de serre en plaçant l'objectif de moins 55% d'émissions d'ici à 2030. Donc avec la loi climat qui est en ce moment au Parlement, la France est toujours loin du compte de ces objectifs environnementaux, et c'est pourtant le pays des accords de Paris, de la COP21 pour le climat. Donc c'est bien un peu dommageable pour la France. Et on vous pose une question sur le fil de commentaires. Est-ce que justement au nom de ces objectifs environnementaux qui ne seraient pas atteints, est-ce qu'il faut condamner la France, condamner l'État? Voilà, est-ce qu'il faut avoir une obligation de résultat pour notre État en matière d'écologie? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un peu le cœur du débat, de ce débat juridique, notamment sur le terme garantir la préservation de l'environnement dans ce débat au Sénat. Donc allez-y, n'hésitez pas à participer au débat. Et on accueille Jocelyne sur notre fil de commentaires. Jocelyne qui fait partie des habitués maintenant des débats de Public Sénat et de notre émission. Le débat est à vous, et oui, il voudrait nous enlever la voiture. C'est ce que pense Jocelyne, puisque la semaine dernière on a parlé de cette loi climat et notamment de l'interdiction dans quelques années des vieux diesels, des voitures très polluantes pour circuler dans nos villes. Entité consultative appelée à se prononcer par exemple sur les projets de loi relatifs à l'environnement. Je rappelle qu'il existe un Conseil économique et social et environnemental dont c'est le rôle et que nous venons de réformer il y a quelques mois, voire même quelques semaines. Enfin, je note que la protection du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par notre charte de l'environnement, entre dans les missions du défenseur des droits, même si d'ailleurs celui-ci ne s'est pas encore beaucoup investi sur la matière, il faut bien le dire. Dans ces conditions, c'est plutôt une demande de retrait. À défaut, ce serait un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Oui, les écologistes qui veulent créer un poste de défenseur de l'environnement sur le modèle du poste de défenseur des droits. En réalité, vous le savez, le Premier ministre a confié la mission dont a parlé à l'instant monsieur le rapporteur. Cette mission a été confiée à madame Cécile Muscotti, mais il s'agit en réalité de définir le contour, pardonnez-moi, il est tard, d'un futur défenseur de l'environnement. Donc il faut au moins attendre que nous ayons les résultats de cette mission, et madame Muscotti rendra son rapport cet été. C'est une demande de retrait, monsieur le sénateur. Et par ailleurs, j'ajoute que nul n'est besoin, si nous allions vers la création d'un défenseur de l'environnement, d'inscrire ça dans la Constitution. Merci, chers collègues, il est retiré. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce qu'il faut créer un poste de défenseur de l'environnement? On entend donc que le gouvernement est en train de travailler sur cette idée et attend la présentation d'un rapport. En tout cas, Jocelyne est pour un référendum sur le Frexit, sur la place de la France dans l'Union européenne. Mais Jocelyne, est-ce que vous êtes pour un référendum sur la place de l'écologie dans la Constitution? C'est le sujet de ce débat ce matin, qu'on est en train de commenter ce matin. Et d'ailleurs, on vous fait passer tout
tout au long de ce débat un petit sondage pour savoir si vous avez envie d'avoir d'ici la fin du quinquennat un référendum sur l'écologie, sur la place de la préservation de l'environnement dans notre Constitution, car je le rappelle, ce référendum il a été promis par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat, mais la condition pour qu'il ait lieu, c'est que le Sénat et l'Assemblée nationale soient d'accord sur une version identique de cette révision de la Constitution en faveur du climat, et si ils sont d'accord sur une version identique, elle sera ensuite proposée aux Français, et vous le voyez, pour l'instant ce n'est pas du tout le cas. Les sénateurs ont modifié cette révision constitutionnelle pour l'assouplir, pour défendre notamment la liberté d'entreprendre, qui est un principe constitutionnel, et donc on est loin de ce référendum sur le climat que Jocelyne n'a pas vraiment envie de voir le jour. Voilà, c'est un non pour Jocelyne. Que nos parcs naturels soient dénaturés par des installations de structures, comme des éoliennes par exemple, ou des antennes relais, qui peuvent parfois menacer la biodiversité en artificialisant les milieux naturels. Et face à des écologistes hors sol qui opposent in fine écologie et écosystème, défendons aussi nos paysages, défendons aussi notre patrimoine, défendons notre identité géographique, c'est-à-dire une écologie de bon sens dans le respect de notre territoire, de son identité, de ses spécificités. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on complète l'intitulé du titre de cette loi par de la biodiversité, du climat et de nos paysages naturels, afin de les préserver. Je vous remercie. Et on finit ce débat par un amendement de la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer pour renommer ce projet de loi constitutionnel. Et puis après, on va passer au débat sur l'ensemble du vote. Les sénateurs vont voter sur l'ensemble de cette révision constitutionnelle. Pas d'effet juridique, puisqu'il s'agit de l'intitulé du texte, et donc de ce fait, il sera sans conséquence, si je puis me permettre, de ce point de vue-là. Par ailleurs, il serait assez étrange d'inscrire dans l'intitulé le terme biodiversité, alors que nous venons de préférer à l'article unique l'expression de diversité biologique pour être en parfaite cohérence avec la Charte de l'environnement. Enfin, s'agissant de la référence au paysage naturel, nous craignons, en tous les cas la Commission des lois craint une confusion. Le droit constitutionnel de l'environnement est aujourd'hui centré d'abord sur la protection de la santé et de la vie humaine. Or, la notion de paysage est plutôt d'ordre esthétique. La protection des paysages en droit français se rattache plutôt d'ailleurs au droit du patrimoine plutôt qu'au droit de l'environnement. Et cela depuis la loi notamment du 2 mai 1930 relative à la réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Je relève d'ailleurs que la plupart des paysages français, au demeurant, enfin vous avez visé tout à l'heure uniquement les paysages naturels, n'ont rien de naturel, mais qu'ils sont le produit plutôt de siècles d'histoire et en particulier de la diversité des pratiques agricoles et sylvicoles. Pour ces raisons, la Commission des lois a préféré vous demander de retirer votre amendement à défaut d'un avis défavorable. Merci. Merci, monsieur. Il est retiré ? Il est retiré, madame Boyer ? Il est retiré, donc monsieur le ministre n'a pas besoin de donner son avis. Et on va passer aux interventions sur l'ensemble de ce projet de loi constitutionnel. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous suivez le débat qui a eu lieu hier soir au Sénat sur la révision de la Constitution en faveur du climat. Alors l'enjeu c'est quoi? C'est de renforcer la place de l'écologie dans la Constitution, mais il y a un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée veut introduire la phrase suivante à l'article 1er de la Constitution: la France garantit la préservation de l'environnement, mais le Sénat trouve cette phrase trop contraignante pour l'État, pour les pouvoirs publics, et donc veut donc ajouter la phrase suivante: la France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique. C'est une phrase un petit peu moins contraignante, mais le problème c'est que si les deux chambres ne sont pas d'accord sur un texte identique, il n'y aura pas de référendum autour de cette question du climat comme c'est promis par Emmanuel Macron. Donc la droite du Sénat, vous allez le voir, est accusée par la gauche de bloquer ce référendum sur le climat, mais en même temps les sénateurs ne sont pas dupes et voient bien que ça pourrait servir les intérêts d'Emmanuel Macron, justement ce blocage de ce référendum sur l'écologie par la droite du Sénat, une manière de dire au final, eh bien voilà, vous la voyez, cette droite anti-écologiste, et moi j'avais quand même ce projet de faire ce référendum sur le climat, mais il n'a pas pu voir le jour. Alors on va voir s'il au final il verra le jour, mais en tout cas c'est mal parti. On écoute le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Officieusement qu'il ne puisse pas avoir lieu.
Monsieur le garde des Sceaux, la manipulation de l'opinion et l'instrumentalisation du Parlement n'est pas à votre honneur, et encore moins à celui du chef de l'État. Je me retrouve totalement dans l'analyse qui a été présentée tout à l'heure par notre collègue Éric Kerrouche dans la discussion générale. Mais sûrement aussi, mes chers collègues, ce crash dû à la droite sénatoriale. Eh oui, qui s'est engouffré dans le piège avec une forme de délectation pour s'opposer institutionnellement à cette tentative de modification de l'article 1er, tout en décrédibilisant un processus participatif qui méritait manifestement plus de reconnaissance de votre part. Eh bien, mes chers collègues, devant cette situation provoquée par la majorité présidentielle et par la droite sénatoriale, nous vous laisserons dos à dos en nous opposant au texte issu des débats de ce soir, qui se conclut encore une fois par un crash politique incompréhensible pour nos concitoyens. La protection de la planète, la notion de bien commun défendue par notre collègue Nicole Bonnefoy méritait sûrement mieux dans l'esprit des accords de la COP21 que nous avons portés dans le quinquennat précédent. Je vous remercie. Merci, Madame. Donc les socialistes qui dénoncent à la fois la position de la droite du Sénat qui va revenir à bloquer ce référendum sur la place du climat dans la Constitution, mais aussi le rôle du gouvernement qui est plutôt qui n'est pas hostile en tout cas à ce que la droite du Sénat bloque ce référendum, du moins pour critiquer sa position anti-écologiste. Voilà, il y aurait des intérêts politiques derrière, selon Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes. On écoute la sénatrice RDPI La République En Marche, Nadège Havet. La rédaction proposée par nos rapporteurs et les groupes LR et UC, cela a été dit par d'autres avant moi. Donc LR et UC, c'est les Républicains et les centristes. À la lecture de l'objet de l'amendement, nous apprenons que ces auteurs revendiquent le fait que la rédaction qu'ils proposent ne produira pas d'effets juridiques nouveaux. Nous passerons donc, via cette réécriture, d'une prétendue incertitude sur les effets de la révision initialement proposée à une apparente certitude sur l'absence de portée juridique de la rédaction qui sortirait du Sénat. En poussant le raisonnement jusqu'au terme du processus, soit jusqu'à la perspective du référendum que nous souhaitons tous sur ces bancs, si j'ai bien compris, une question se pose donc nécessairement. Soutenir le oui au projet de révision dans la rédaction que nous votons ce soir consisterait à convaincre les citoyens de se rendre aux urnes pour approuver une révision constitutionnelle, dont l'auteur affirme qu'elle n'aurait pas de portée. Nous le comprenons mal, au regard de l'objectif a priori partagé de mobiliser autour d'un référendum les citoyens français sur l'enjeu en présence. Pour ces raisons, notre groupe votera majoritairement contre la version proposée par la majorité sénatoriale, qui ne nous apparaît pas suffisamment protectrice au regard de l'ambition qui est la nôtre. Et je regarderai encore quelques photos ce soir prises par Thomas Pesquet. Notre planète, quelle beauté, quelle fragilité aussi, et nous devons aller plus loin. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Estrosi Sassone. Et Jocelyne qui est vraiment pas favorable à ce référendum pour rehausser la place de l'écologie dans la Constitution. Jocelyne n'est pas dupe, ils veulent encore nous taxer et limiter nos libertés en se servant de l'écologie. C'est un des sujets qui a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Eh bien, cette taxe carbone, la hausse de la taxe carbone qui a entraîné une révolte sociale. Ce sera tout l'enjeu du projet de loi climat dont on parlera dans quelques semaines. On en a parlé la semaine dernière avec l'audition de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. En tout cas, est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur la place du climat dans la Constitution d'ici la fin du quinquennat? Voilà, est-ce que ça permettrait d'avoir un débat public, un débat citoyen autour de l'écologie, du développement durable? On a fait passer un petit sondage depuis le début de cette émission et vous êtes plutôt favorable, 48% de oui à ce référendum sur le climat, 38% de non. Donc voilà, vous n'êtes pas hostile au fait de venir donner son avis sur la place de l'écologie dans notre pays. Les propos rapportés de l'Élysée le démontrent. Il n'y aura pas de référendum parce que cette révision n'était qu'un moyen facile de donner des gages aux conventionnels tout en se défaussant sur le dos du Sénat. La manipulation est grossière et aventureuse. Qu'a voulu faire notre groupe sur ce texte? La droite républicaine a défendu ce soir une écologie de progrès au service de tous nos concitoyens. Cette vision de l'écologie ne peut être que conciliée avec d'autres déterminants de notre prospérité,
notamment le développement économique et le progrès social. C'est du reste ce que rappelle l'article 6 de la Charte de l'environnement dans la définition qu'il donne du développement durable. C'est cette conciliation que notre groupe a voulu assurer dans la révision constitutionnelle qui nous était soumise, et je tiens tout particulièrement à saluer le travail de nos deux rapporteurs, François-Noël Buffet et Guillaume Chevrollier. La modification de l'article 1er adopté par notre Assemblée lève ainsi toute ambiguïté juridique, car nous ne voulons pas, comme le rapporteur l'a soutenu, constitutionnaliser le doute. Elle permet aussi un renvoi express à la Charte de l'environnement. Le travail du Sénat est ainsi bénéfique à double titre. D'une part, nous introduisons à l'article 1er de notre norme suprême la question environnementale, tout en évitant d'autre part de laisser au juge constitutionnel un trop fort pouvoir d'interprétation au détriment de l'action des entreprises et des collectivités. La balle est désormais dans le camp du gouvernement et de sa majorité. À vous de prouver que toute cette opération n'était pas simplement qu'un jeu cynique visant à contester les droits souverains du Parlement. Bien entendu, nous voterons le texte ainsi modifié par le Sénat. Merci, cher collègue. Et oui, la balle va être dans le camp de La République En Marche, puisque le texte va retourner à l'Assemblée nationale. Et la question sera de savoir si les députés vont vouloir s'accorder sur une version commune, une version de compromis avec le Sénat, pour alors pouvoir organiser un référendum sur la place du climat dans notre Constitution. C'est pas gagné. Les députés de La République En Marche n'ont pas l'air de vouloir bouger une virgule de leur texte. C'est pour effectivement avoir des résultats, c'est pour que ça serve à quelque chose. Et ce que j'ai entendu de votre côté, à droite, c'était quoi? C'est de dire, non, ce que vous nous proposez, c'est trop contraignant, ça amène à une obligation de résultat. Mais oui, bien sûr, c'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une obligation de résultat. Et c'est justement ce terme « garantir » dans la Constitution qui permettait ça. Donc, je ne reprendrai pas les mots de Jean-Pierre Sueur, mais qui était exactement celui-là. Pourquoi vous avez fait cette modification? Ce que vous nous proposez ce soir, je dirais, ne sert à rien. Et on ne touche pas la Constitution pour rien. Donc il fallait mieux en rester là, voter contre, et puis c'est tout. Si vous ne vouliez pas de référendum, si vous ne refusiez le débat démocratique avec nos concitoyens, il fallait le dire clairement. Moi, je le regrette. Je pense qu'il y avait un débat, oui, on avait un débat dans notre pays à avoir sur, effectivement, est-ce qu'on veut que cette question de la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce qu'on doit avoir quelque chose de contraignant? Oui, c'est un vrai débat, il fallait qu'on puisse le soumettre auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Vous ne l'avez pas souhaité, vous ne le voulez pas, il faut maintenant l'assumer. Alors ensuite, la position du gouvernement et du président de la République, qui savait très bien, ce président de la République, puisque après avoir convoqué 150 citoyens qui ont proposé 149 propositions, il n'en garde que 14 dans un texte, et la seule proposition dont on pouvait s'attendre qu'elle serait retenue, voilà, on sait très bien qu'on n'ira pas au référendum, il le savait, et on est dans ce jeu de dupes qu'on regrette. En tout cas, nous, le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, on a toujours été très clairs. La formulation issue de l'Assemblée nationale était satisfaisante, elle permettait d'avancer clairement, nous la soutenions. Bien sûr qu'on a fait des propositions pour aller plus loin, et on en fera et on continuera à en faire, mais on regrette clairement le résultat de ce soir. Merci. Monsieur Benaroche. Et les écologistes qui dénoncent donc le blocage par la droite du Sénat de ce référendum sur la question du climat qui a été souhaité par la Convention citoyenne pour le climat et promis par Emmanuel Macron. Ça faisait d'ailleurs partie des rares propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été reprises sans filtre pour être transmises au Parlement. C'était à la base la promesse d'Emmanuel Macron, reprendre les propositions des citoyens de cette Convention sans filtre et de les transmettre au Parlement, mais finalement le gouvernement les a remaniés pour faire ce projet de loi climat qui est arrivé en ce moment au Sénat et qui sera examiné dans l'hémicycle dans plusieurs semaines. Et donc globalement les membres de la Convention citoyenne pour le climat sont très déçus par le traitement de leur travail qui a été fait par le gouvernement, et d'ailleurs ils ont attribué la note de 2,5 sur 10 au projet de loi climat qui est porté en ce moment par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Allez, on continue de débattre sur cette révision constitutionnelle avant le vote final. Les uns sur les autres, en espérant chacun tirer un profit politique de cet enfumage. Les citoyens jugeront.
En ce qui nous concerne, le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, nous voterons contre le projet tel qu'il nous est présenté, contre ce qui ressemble à une tentative de faire échouer un appel et un recours aux citoyens et au peuple. Nous voterons contre cette ambition que vous avez de proposer une modification qui n'en est pas une. Nous voterons contre une proposition qui ne prend pas la mesure de l'urgence climatique. Nous voterons contre un positionnement caricatural face à la priorité de l'urgence écologique. Nous aurions souhaité voter pour garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Mes chers collègues, Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voudrais dire que personne ici n'a le monopole de l'environnement. Plusieurs de nos collègues ont exprimé ce que nous portons dans nos territoires, dans notre action, y compris d'élus locaux, un modèle de développement durable qui passe l'homme au cœur de la société, au cœur de son environnement, mais qui ne saurait se développer, qui ne saurait croître sans prendre en compte à la fois une dimension sociétale et une dimension environnementale. Beaucoup ici ce soir ont parlé de démocratie, confondant parfois la démocratie participative et la démocratie représentative. Je suis, comme beaucoup ici, très attachée à l'écoute de nos concitoyens et à la démocratie participative, considérant que ce n'est pas parce que nous sommes des législateurs que nous avons le monopole du savoir. Toutefois, mes chers collègues, si vous êtes autant attachés au respect de la démocratie représentative et de la consultation citoyenne, vous devriez pour le moins avoir le même respect et la même exigence de droit d'expression pour le Parlement, qui est la démocratie représentative, qui a été élue par nos concitoyens. Enfin, mes chers collègues, vous ne pouvez pas instrumentaliser nos votes comme vous le faites. Non, non, je vous le dis très sincèrement, parce que vous sortez d'ici en disant qu'il y a d'horribles conservateurs et des massacreurs au Sénat qui n'ont rien à faire de l'environnement et de l'avenir. C'est totalement faux, mes chers collègues. Je crois qu'ici, sur tous les bancs, chacun d'entre nous a démontré qu'il était aussi profondément attaché à l'environnement, mais que vous avez un modèle qui est parfois extravagant, voire caricatural, et qui simplement est une forme de bien-pensance que nous ne pouvons pas accepter. Et règlement de compte entre la majorité de droite et du centre du Sénat et les écologistes, avec les propos de la sénatrice centriste Françoise Gatel qui défend une vision dite peut-être plus raisonnable selon la droite du Sénat de l'écologie, avec un équilibre entre environnement, progrès économique, progrès social, mais pour les sénateurs écologistes, pour la gauche, cela ne va pas assez loin, et la droite estime que ces sénateurs écologistes défendent la décroissance et que ce n'est pas l'avenir du pays. On écoute la communiste Éliane Assassi. Des éléments de réflexion, de proposition sur une question quand même qui nous semble à toutes et à tous ici fondamentale, qui est celle de l'écologie, de l'environnement, etc., etc. Donc moi, je me félicite de ce travail. Ce qui me pose problème, c'est l'utilisation politicienne qui a été faite de cette convention citoyenne, que ce soit sur les bancs en face ou sur d'autres bancs. Chacun veut faire de cette convention citoyenne sa convention citoyenne. Mais c'est une convention citoyenne avec des gens, je le répète, qui ont émis un certain nombre de propositions. Ce qui s'est passé ce week-end dans un journal du dimanche, qui n'est pas l'Humanité Dimanche, est quand même assez illustratif de cette utilisation politicienne qui a été faite par le gouvernement, par l'exécutif, de ce projet de loi. Tout a été fait, que ça plaise ou non à certains ici, tout a été fait ce week-end pour plomber le débat, pour mettre en évidence qu'il s'agit effectivement d'un jeu de dupes, et nous ne sommes pas tombés dans le piège de ce jeu de dupes. Moi, je l'ai dit, mon groupe, nous étions contre la proposition telle que proposée par le gouvernement, et nous sommes contre la réécriture qu'on a été faite par la majorité sénatoriale. Mais mes chers collègues, je vous rappelle quand même quelque chose, parce que personne n'en a parlé.
nous allons avoir un texte d'importance qui va venir au débat au Parlement. Le projet de loi climat. Le projet de loi sur le climat. Et là, je pense qu'au-delà de l'utilisation politicienne que certains font de ce projet de loi constitutionnel, nous aurons un vrai débat de fond sur ce que les uns et les autres portent en termes de propositions sur la question fondamentale pour nous, mais aussi pour toute la planète, de l'environnement, de l'écologie, du climat, etc. etc. Donc, je vous le dis sincèrement, ne nous trompons pas de débat. Effectivement, dans plusieurs semaines, le Sénat examinera le projet de loi climat, qui est donc tiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le scrutin est ouvert. Et voilà, le scrutin public est ouvert sur le vote de ce projet de loi constitutionnelle, projet de révision de la Constitution en faveur du climat. Le Sénat qui propose donc d'introduire à l'article 1er de la Constitution la phrase suivante: la France préserve l'environnement et agit contre le dérèglement climatique. Et cette phrase, elle est différente de la révision portée par le gouvernement, adoptée par l'Assemblée nationale et qui était inspirée à l'origine par la Convention citoyenne pour le climat, puisque les citoyens de la Convention voulaient la phrase suivante: la France garantit la préservation de l'environnement. C'est un petit peu plus contraignant pour les pouvoirs publics dans le fonctionnement de l'action publique. Et c'est une quasi-obligation de résultats écologiques pour la politique de l'État, la politique des collectivités, mais les sénateurs ont préféré une version plus souple, moins contraignante, de manière à respecter un équilibre avec d'autres libertés qui sont constitutionnelles, et notamment la liberté d'entreprendre. Donc voilà, la droite du Sénat qui a dénoncé, je cite, une écologie de la décroissance, où l'écologie primerait sur l'économie, et donc c'est pour ça qu'il y a une version différente qui va être adopté dans un instant par le Sénat. Et le problème, c'est que ça bloque pour l'instant un référendum sur la place de l'écologie dans la Constitution. Ce référendum, il était promis par Emmanuel Macron, mais faute d'accord entre les deux chambres, il ne peut pas y avoir de référendum, c'est la règle. On va écouter le résultat du vote sur cette version de la droite du Sénat de la révision constitutionnelle en faveur du climat. Voici le résultat du scrutin. 118 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 336, pour l'adoption 212, contre 124, le Sénat a adopté. Je donne la... Et voilà, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez vu, le Sénat a adopté la révision de la Constitution en faveur du climat, mais après l'avoir profondément modifié, certains membres de la gauche et certains membres de la République En Marche vont même dire que la droite du Sénat a vidé de sa substance la révision constitutionnelle en faveur de l'environnement, une révision qui était donc souhaitée par la Convention citoyenne pour le climat, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale avec cette phrase, la France garantit la préservation de l'environnement, mais le Sénat a souhaité une rédaction différente, plus allégée, plus souple, moins contraignante pour les pouvoirs publics. Et le problème, c'est que pour organiser un référendum sur la place du climat dans la Constitution, il faut un accord des deux chambres du Parlement sur une version identique. Ça veut dire que ce vote du Sénat, pour l'instant, bloque l'organisation d'un référendum sur le climat, qui est promis par Emmanuel Macron à la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait un référendum sur cette question avant la fin du quinquennat, mais pour l'instant cette consultation, ce référendum est bloqué par la navette parlementaire. Alors ce texte va revenir à l'Assemblée nationale, on va voir si les députés et les sénateurs arrivent à se mettre d'accord sur une version commune de ce texte. Apparemment les macronistes ont l'air assez à cheval sur les mots de cette révision, donc c'est pas sûr qu'on arrive à un accord. On verra si ce référendum est enterré ou s'il continue sa vie parlementaire et si on peut arriver à un compromis. Voilà, c'est la fin de cette émission, le débat est à vous, j'espère que cela vous a plu, que vous en avez, vous avez appris des informations autour de ce débat constitutionnel, que j'ai pu répondre à toutes vos questions, et puis on continue tous les jeudis, alors là exceptionnellement c'était mardi, mais on continue la semaine prochaine, jeudi prochain, à suivre l'actualité, les temps forts de l'actualité de la semaine
au Sénat avec des débats intéressants qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, et notamment ce fameux projet de loi climat qui est la dernière loi environnementale du gouvernement avant la fin du quinquennat. Donc ça va être très intéressant à suivre. On finit une question de Jocelyne qui demande 10 millions... Ah oui, l'organisation du référendum. Ah oui, je sais pas exactement combien ça coûterait. Voilà, quel est le prix de cette démocratie directe pour l'écologie. On verra en tout cas si ce référendum est organisé. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live, ce commentaire du débat au Sénat sur la place de l'écologie dans la Constitution. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.